Alors, j'espère que ma voix est assez forte. Oui, ça va? Oui. Alors, ça va être passablement différent de la présentation de M. Beauce et Mme Sauvageau. C'est une présentation qui est beaucoup axée sur mon expérience à titre de membre d'un conseil d'administration. Alors, c'est un conseil d'administration de l'UQTR qui appartient à l'UQ, donc un peu différent quand même là, dans la composition d'Université à Chartres. Alors, pour moi, gouvernance et conception de l'université constituent deux notions bien différentes, mais elles sont étroitement reliées. Mais avant de parler de la gouvernance, il faut se poser deux questions. Qu'est-ce que l'université? Et quelle université voulons-nous? Et par la suite, on peut se poser la question de la gouvernance et déterminer le type de gouvernance en fonction de l'université que nous voulons. Alors, c'est pour ça que je vais vous parler de mon expérience à titre de membre du conseil d'administration. Je vais aussi vous faire part de ma conception d'université. Et je vais tenter, avec beaucoup d'efforts, de vous démontrer que l'université de type managérial ou entrepreneurial, comme vous voulez, a pris beaucoup de galons dans un conseil d'administration et s'impose sans aucun malaise de plus en plus. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le terrain d'un conseil d'administration? Alors, à la question, qu'est-ce une université? Qu'est-ce que c'est une université? Alors, j'adhère entièrement à votre définition, M. Beauce, que j'ai trouvée extrêmement belle à la fin, mais malheureusement, un conseil d'administration, on n'en parle pas beaucoup de ce type de définition-là. Qu'est-ce qu'une université? Bien, c'est un lieu d'enseignement et de recherche. C'est souvent vite évacué. Donc, toutes ces notions qui sont inspirantes quand on enseigne de transmission de la connaissance, de développement de la connaissance, de formation du jugement critique des étudiants, bien, c'est vite évacué et c'est relégué au second plan souvent. Et quelle université voulons-nous? Eh bien là, vous allez me pardonner mon ironie. Je vais parsemer mon discours d'ironie, un peu incisif parfois, je l'admets. Mais quelle université voulons-nous? Donc, une université qui attire le plus possible des étudiants et qui décerne le plus possible des diplômes. Alors, c'est beaucoup moins exaltant et inspirant que ce que vous avez dit, M. Beauce. Donc, j'aimerais l'entendre à tous les conseils d'administration, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, mais on parle de gouvernance, par exemple. À ça, de la gouvernance, on en parle. Et on est soumis à un dictat, une sorte de dogme. C'est les saines pratiques et les saines règles de gouvernance. Alors, qu'est-ce que c'est ça, les saines pratiques et les saines règles de gouvernance? Alors, ça, c'est apparu en mon souvenir avec l'IGOP, l'Institut sur la gouvernance des organismes publics et privés, qui a fait un premier rapport, un seul rapport d'ailleurs, sur la gouvernance universitaire. Et ce rapport a inspiré la loi 38, le projet de loi qui n'a jamais été adopté, qui a été déposé, si mon souvenir est bon, à peu près en 2009. Michel Courchaine, à l'époque, je pense, qui était ministre de l'Éducation. Et je vous rappelle que ce projet de loi, succinctement, modifiait la composition des conseils d'administration, les responsabilités dévolues aussi au conseil d'administration et le mode de recrutement, de nomination et de rémunération des recteurs. Ma première petite ironie, à ce propos, la sortie de Mme Bissonnette il y a 2 semaines sur le mode de rémunération des recteurs est assez ironique, mais je passe. Alors, ce projet de loi proposait surtout de modifier la composition afin que les membres externes soient majoritaires au CA. Et donc, à l'UQ, ça a un impact majeur parce que les membres internes sont majoritaires. Sous prétexte, et là, le terme sous prétexte est très précis, sous prétexte que les membres externes sont susceptibles d'être indépendants puisqu'ils ne travaillent pas à l'université. Comme s'il n'existait pas d'autres intérêts chez les membres externes qui pourraient venir perturber ou amoindrir une pseudo-neutralité ou une pseudo-indépendance. Et dernièrement, parce que là, j'ai été confrontée à cette situation, j'ai appris que ça existait, il y a le Collège des administrateurs de société qui, en collaboration avec l'Université Laval, offre une certification universitaire en gouvernance de société pour la modique somme de 15 000 $ pour 120 heures de formation. Alors, au conseil où je siège, nous avons 2 membres socio-économiques qui ont obtenu cette certification. Et visiblement, cela leur permet, sans aucune gêne, de déclarer qu'il serait préférable que certains comités issus du conseil d'administration, les comités qui étaient prévus dans la loi 38 d'ailleurs, qui n'a jamais été adoptée, doivent absolument être composés uniquement de membres externes.
pour la bonne raison qu'un membre externe, son indépendance assure la qualité des prises de décision. Alors voilà, alors ce dogme, parce que je l'appelle un dogme maintenant, de l'indépendance des membres externes s'impose de plus en plus, même si je pouvais, là, vous donner de multiples exemples du contraire. Mais là, je serais obligée de lever le huis clos et je ne le ferai pas. Donc, je dois me garder une certaine réserve. Parce que les membres externes, ils ont des intérêts. C'est juste que ce n'est pas les mêmes que les nôtres. Alors, je vais vous en donner quelques exemples. Leur réputation. Pour une université en région, c'est important. Il ne faut pas le négliger. Leur cheminement de carrière, parce que c'est prestigieux, siéger à un CA d'université. Leur influence politique, leur réseau politique, la grande famille libérale, leur réseau d'affaires, etc., etc. Donc, ils n'ont pas réellement une indépendance, à mon avis, mais ils ont d'autres intérêts que les membres internes. Et là, je vais vous donner un exemple très, très, très précis. Le comité d'audit du conseil d'administration. Alors, le comité d'audit, c'est celui qui suit la situation budgétaire d'une université de façon très, très pointue et très exhaustive. Alors, selon ces personnes, et surtout en période de compression budgétaire, parce qu'en période de compression budgétaire, évidemment, les membres du comité d'audit posent beaucoup de questions sur la répartition du budget. Pourquoi dans tel service? Pourquoi dans tel département? Pourquoi ces fonds alloués? Donc, il y a beaucoup de questions. Et il y a nécessairement beaucoup de questions sur certaines pratiques un peu obscures, parfois, difficiles à justifier, enfin, dont la cohérence n'est pas évidente. Et donc, ces pratiques sont remises en question. Alors, pour nos chantres de l'indépendance des membres externes, ce comité ne devrait être composé que de membres externes. OK? Je siège, moi, au comité d'audit. Donc, je suis, en siégeant au comité d'audit, l'UQTR commet un crime de lèse-majesté, mais je siège. Pour l'instant, je siège encore. Alors, mais quand vous êtes au comité d'audit, parce qu'on a été confronté à cette situation-là, surtout pour l'établissement, pour l'élaboration du budget 2016-2017, si vous n'avez pas une connaissance fine de l'institution avec les différents rapports de force qui s'établissent dans une institution, vous êtes capable, bien sûr, de poser des questions sur la répartition des différents budgets entre les départements et les services. Mais comme vous êtes à l'externe, vous n'êtes pas en mesure de remettre en question ou de contester les réponses qui sont apportées à vos questions, parce que vous n'avez pas cette connaissance fine. Et souvent, c'est un argument fatidique qui est apporté « Ah non, 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 on ne peut pas toucher à ce budget-là parce que ce serait nuire au développement de l'université. » Alors, moi qui connais bien l'université, puisque j'y enseigne depuis pratiquement 33 ans maintenant, je sais que la réponse qu'on vient de m'apporter, c'est de la poudre aux yeux. Je ne le dirai pas comme cela à la personne qui m'a apporté la réponse, mais je sais que c'est de la poudre aux yeux. Mais l'autre personne qui est à l'extérieur ne peut pas poser ce même jugement que moi, donc ne va pas re-questionner la réponse qui a été apportée. Alors là, je vais vous poser une question. Et je me suis posé la question quand j'ai préparé cette présentation. Et là, vous allez excuser mon terme un peu ironique. Pourquoi est-il si facile, en réalité, de berner les membres, les administrateurs externes? Et si vous n'aimez pas le terme berner, utilisons d'orienter d'une certaine manière les membres externes. Puis je peux le comprendre, là. Je le comprends parfaitement. Alors, il faut comprendre une chose, c'est qu'à la base, d'emblée, dès le départ, les membres socio-économiques font confiance à la haute direction. C'est leur premier réflexe. Ils font confiance à la haute direction parce que, tout simplement, non, pas tout simplement, là j'exagère, ils font confiance à la haute direction parce que dans leur vie professionnelle, ce sont des cadres. Leur boulot dans la vie, c'est d'être cadre. Donc, la réaction première, le premier réflexe, une sorte d'appartenance à un statut, c'est de faire confiance. Toutefois, je dois ajouter quand même, parce qu'à leur décharge, on ne peut pas, quand on est membre d'un conseil d'administration, remettre constamment en cause les recommandations ou les directions, les décisions de la haute direction. Parce qu'on n'est pas là pour faire le boulot de la haute direction. On est là à titre d'administrateur. Et si on le fait constamment, bien, on rompt le lien de confiance, on paralyse les travaux du CA et ça crée un climat de travail plutôt malsain. Donc ça, évidemment, on ne peut pas se permettre cette chose-là. Donc, il faut faire attention à ce moment-là. Mais c'est vrai que leur réflexe premier, c'est
C'est justifiable, mais c'est aussi contestable parfois. Leur réflexe premier, c'est de faire confiance à la haute direction parce qu'ils sont cadres. L'autre explication, qui est moins prosaïque, c'est que, écoutez, ce sont des ordres du jour extrêmement imposants. Hein. Quand on siège à un conseil d'administration, c'est très imposant. Donc, souvent, les membres externes ne vont pas lire attentivement l'ensemble des documents. Ils vont faire une lecture en diagonale, comme on l'appelle. Et cette lecture en diagonale va faire en sorte qu'ils ne vont pas nécessairement poser toutes les questions qui sont nécessaires. Alors, vous voyez que la haute direction bénéficie d'un préjugé favorable au départ et d'une assez bonne marge de manœuvre. Et souvent, les membres externes qui ont une expertise que je respecte beaucoup, mais c'est une expertise très centrée sur ressources humaines, appel d'offres, approvisionnement, équipement. Donc, ils n'ont pas de vue globale et transversale de l'université. Et seuls les membres internes sont en général capables de poser les questions dans cette perspective-là. Ce qui fait que les questions qui sont posées par les membres externes, en tout respect, limite et peut encadrer la marge de manœuvre de la haute direction. Et si vous réussissez, parce que c'est un CA de 16 personnes à l'UQTR, si vous réussissez à semer le doute, vous allez peut-être recevoir l'appui d'un membre externe et la question va revenir la fois suivante. Je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui pensent que ce dogme de l'indépendance des membres externes a peu d'adeptes, que c'est dans des cercles très fermés qu'ils prospèrent. Eh bien, je vais vous décevoir beaucoup, parce que nous, l'année dernière, on a eu l'honneur de recevoir l'équipe du bureau du vérificateur général du Québec pour une autre situation. C'était quand même un honneur. Et qui a... Au cas, c'est filmé, hein, donc je ne prendrai pas de chance. Et dans leur rapport, bien que je me sois obstinée avec l'équipe du bureau, dans leur rapport, ils ont déclaré que, étant donné qu'il y a une majorité de membres internes à l'UQTR, ça, ce n'était pas conforme à la bonne gouvernance. Et que malheureusement, le projet de loi 38 n'a jamais été adopté. Alors, c'est partagé par le bureau du vérificateur général. Et plus loin dans le rapport, le vérificateur général nous dit qu'on a pris des décisions sans connaître toute l'information et qu'il va falloir mettre en place un processus pour s'assurer de détenir toute l'information avant de prendre les décisions. Là, je vous pose la question. Comment les membres externes vont être en mesure de savoir qu'ils détiennent toute l'information s'ils sont en majorité? C'est véritablement... C'est tellement facile de présenter un dossier de façon à ce que la personne pense qu'elle a toute l'information. Alors, je siège depuis 4 ans au CA, et cela, je l'avoue bien humblement, que cela m'a pris plusieurs rencontres avant de m'apercevoir que dans tel dossier, il manquait quelques petites informations quand même assez pertinentes. Et me rendre compte qu'il manque des informations, ce n'est pas l'essentiel du travail. Après ça, il faut avoir l'audace de le dire. Il faut avoir l'audace de questionner. Il faut avoir l'audace d'exiger l'information. Il faut revenir à la charge quand on tarde à vous la donner. Et quand on vous la donne, il faut encore la questionner. Évidemment, tout cela sans nuire à votre crédibilité, sans s'aliéner l'appui des membres externes, parce qu'il faut un appui des membres externes, parce qu'à titre de membre interne, dès le départ, vous êtes l'objet d'un préjugé défavorable, parce que vous n'êtes pas indépendant, vous travaillez à l'université, donc implicitement, votre propos est partisan. C'est un véritable travail de funambule, et quand vous mettez le pied devant, assurez-vous de ne pas perdre votre équilibre. Alors, vous savez, finalement, parce que je veux parler de ma conception d'université, en fait, la question de l'indépendance, là, c'est ni une question de statut interne versus externe. Ça n'a aucun rapport avec tout ça. C'est une question tout simplement de compétence et de capacité. Parce que les intérêts des deux groupes divergent, mais il y a des intérêts dans les deux cas. La capacité de percevoir les enjeux de façon globale et de mettre de côté ses propres intérêts, dont les intérêts départementaux quand vous êtes prof ou chargé de cours. Et cela demande à la fois donc une capacité et un courage de le faire. Donc, c'est véritablement là le nœud du problème, ce n'est pas le statut.
mais je n'ai pas oublié la conception d'université parce que j'y tiens beaucoup. Et là, je vais reprendre les propos pour ceux qui étaient au sommet sur l'enseignement supérieur. Claude Lessard, qui à l'époque était président du Conseil supérieur de l'éducation, nous avait fait part de manière succincte là, de 4 types d'universités qui ont vu le jour au fil des ans, des siècles même. Là. Et le premier type, je les rappelle très brièvement, là, le premier type, c'était l'université libérale, fondée sur la transmission d'un héritage culturel. L'université scientifique qui poursuit une recherche de la vérité, avec l'aide de la science. L'université de service public, qui est partie prenante du développement social et économique et culturel d'une région. Et le 4e type d'université, marqué par l'accélération de la mondialisation, l'émergence d'une économie fondée sur la connaissance, le retrait de l'État du financement de l'enseignement supérieur et le développement des politiques économiques basées sur l'innovation. Nous y sommes en plein dedans, donc cette université dite entrepreneuriale. Alors, pour ma part, je crois beaucoup et je souscris fortement à l'université dite de service public parce que je pense que, et surtout une université en région, elle doit s'inscrire dans la société auquel elle appartient. Elle est partie prenante de ce développement social, culturel et économique. Et c'est une université qui doit toujours être en constante recherche d'équilibre entre la vision académique et la vision quand même utilitaire, puisqu'elle est de service public. Mais Claude Lessard avait dit dans son propos que toutes ces universités-là cohabitaient et s'enrichissaient. Mais il avait exclu l'université entrepreneuriale de la possibilité de cohabiter et de s'enrichir. Et moi, je pense qu'il avait raison parce que malheureusement, l'université dite entrepreneuriale, c'est une université qui est beaucoup axée. Il y a une certaine forme d'assujettissement à l'économie. Et je veux bien une université de service public, mais pas assujettie aux impératifs économiques. Alors, je vais aller plus vite parce que là, je vais arriver à ma conclusion puisque j'ai eu un petit 5 minutes Alors, bon, j'admets mon tableau est plutôt sombre et ironique parce que, véritablement, c'est l'expérience que j'ai, on assiste au règne des gestionnaires à l'UQ, à Trois-Rivières. Pourquoi? Pourquoi certains groupes, alors là, il faut se poser la question, pourquoi certains groupes, certains dirigeants croient qu'il est nécessaire d'amoindrir l'influence des membres internes, croient que c'est une manière de mieux gouverner. Pour quelles raisons ça arrive, tout ça? Parce qu'en théorie, l'expertise des membres externes est extrêmement importante. C'est une contribution qui est importante, donc on ne peut pas la sous-estimer non plus. Alors, j'ai une petite réponse là-dessus, et là, je ne me ferai pas beaucoup d'amis avec ma réponse, mais je vais vous la donner, et M. Beauce m'a ouvert la porte avec sa conception de la collégialité. Et j'ai beaucoup aimé votre formule, l'unification des acteurs, et le fait que la collégialité est fonctionnelle, fonctionne quand la représentativité est au rendez-vous, quand tout le monde y trouve sa place. Et je pense que si au CA, l'université entrepreneuriale prend de plus en plus de place et qu'on a de plus en plus de gestionnaires au CA, c'est dû un peu à notre conception de la collégialité. Et là, ici, la haute direction et les professeurs ont leurs responsabilités. Parce que la collégialité, la façon de pratiquer la collégialité dans les universités, enfin celle que je connais, ça se limite pas mal aux assemblées départementales. Et moi, je pense que si on veut renverser la tendance, et si on veut faire en sorte que l'université auquel moi je crois ait sa place jusqu'au CA, bien, il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser afin que il y ait plus de membres internes au CA. Je vais dans le sens contraire, moi. Plus de membres internes au CA, qu'on conserve notre majorité, mais que ces membres internes-là soient plus représentatifs de l'ensemble des acteurs de la communauté. Et là, j'entends ici les professionnels et les employés de soutien. Évidemment, c'est un changement législatif, mais c'est important. Mais au-delà du CA, là, il y a d'autres instances, d'autres processus qui sont importants dans une université. Et moi, je pense sérieusement que tous les groupes doivent être consultés, tous les groupes doivent pouvoir faire entendre leur voix, dans d'autres moments que dans des négociations, et faire en sorte qu'une véritable concertation s'instaure, parce que l'autogestion qu'on vit présentement ne peut plus se réduire à un seul groupe. Parce que si on continue comme ça, bien, c'est un terreau extrêmement fertile
pour l'implantation d'une université dite entrepreneuriale. Voilà, merci.